Bonjour tout le monde, je suis Romain Angeletti du French Strict et j'ai le plaisir d'être entouré de Jordan, Adrien et Philippe que je vais vous présenter un tout petit peu plus tout à l'heure et qui sont là pour parler du retour en France après une expatriation aux États-Unis qui est un vrai sujet, un sujet qui touche la fiscalité, qui touche évidemment le droit fiscal et patrimonial et la protection sociale et la retraite. Et là, c'est pour ça que je suis très bien entouré aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Ce webinaire est une occasion pour vous de poser vos questions et de préparer éventuellement votre retour en France après un séjour, un long séjour peut-être aux États-Unis, et de bâtir une véritable stratégie. Euh, Ce webinaire sera rediffusé sur le French Tech, donc si vous n'avez pas le temps de l'écouter jusqu'au bout, vous pourrez le retrouver sur notre site et il sera diffusé en newsletter. Euh, voilà, si vous avez des questions, on vous propose de les poser plutôt à la fin. Mais les trois intervenants qui sont là autour de moi resteront pour répondre à toutes ces questions. Donc, je vous présente Jordan Delors, qui est avocat spécialisé en droit fiscal et patrimonial, qui va commencer à parler. Et puis ensuite, on aura Adrien Hérault, qui est partenaire chez USA France Financials. Et on aura Philippe Plantadi, qui est expert en protection sociale et retraite. Jordan, je te laisse la parole et je crois à l'écran puisque tu as une présentation pour Parfait. éclairer ton discours. Vous devez voir d'ailleurs mon écran de mon On le voit côté. très bien. Parfait. Donc bonjour à tous, Jordan Delors. Comme l'a dit Romain, je suis avocate spécialisée en droit fiscal, enfin en fiscalité patrimoniale. Donc l'idée en fait aujourd'hui, c'est dans le cadre en fait d'un retour en France, de vous présenter le régime des impatriés. Donc ce régime, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un régime en fait favorable d'imposition qui est énoncé dans le Code général des impôts. Et c'est un régime en fait qui s'applique aux individus qui sont résidents en fait fiscaux d'un autre pays et qui viennent travailler en France. Donc typiquement, dans votre cas, vous êtes aujourd'hui résident fiscal américain et vous projetez en fait de rentrer en France pour des besoins professionnels. Donc les conditions d'éligibilité, elles sont diverses. La première condition essentielle, c'est de ne pas avoir été résident fiscal de France les 5 années qui précèdent le retour en France. Donc concrètement, donc là on est en 2024, donc ça veut dire que si vous rentrez en France cette année, il ne faut pas avoir été résident fiscal de France avant 2018. Et ensuite, dans le cadre du retour en France, il y a deux possibilités. Il faut que, donc, ça, comme je l'ai dit, que ça se fasse dans un cadre professionnel. Ça veut dire que soit vous êtes dans le cadre de ce qu'on appelle un transfert intragroupe, une mobilité en fait au sein de votre entreprise. Donc vous avez votre entreprise américaine qui va par exemple vous envoyer dans la filiale du groupe en France. Soit en fait vous changez finalement de travail et vous êtes recruté directement depuis la France, c'est l'entité française, enfin, c'est une société en France qui va vous recruter. Et donc, vous rentrez en fait en France pour ce nouveau job. L'autre condition essentielle est de devenir résident fiscal de France. Donc, concrètement, ça veut dire que si vous êtes en couple, enfin, marié avec des enfants, ben, ça veut dire en fait qu'il faut que toute la famille rentre en France, même si il y a quand même des mesures de tolérance, c'est-à-dire qu'en fait, si vous rentrez en France et que pour des raisons X ou Y liées, par exemple, à la scolarité des enfants, votre famille rentre un petit peu après, vous êtes quand même éligible. Mais dans l'idée, en fait, vous devez tous être en France et devenir résident fiscal de France. Donc, en gros, les trois conditions essentielles pour bénéficier du régime, c'est ne pas avoir été résident fiscal de France avant, pendant 5 ans, revenir en France dans un cadre professionnel et avoir un lien avec une entité française, et devenir résident fiscal de France. Donc, une fois qu'on a vu les conditions du régime, qu'est-ce que permet en fait ce régime? Donc, l'avantage essentiel du régime des impatriés, c'est que vous pouvez exonérer en fait une partie en fait de votre rémunération, ce qu'on appelle en fait la prime d'impatriation. Donc, cette prime d'impatriation, elle va être exonérée d'impôt sur le revenu. Donc, ça veut dire concrètement que vous n'allez pas payer d'impôt sur cette somme. Comment est-ce que la prime d'impatriation est calculée? Il y a deux possibilités. Soit vous avez d'ores et déjà en fait des éléments de rémunération qui sont identifiés dans votre contrat de travail comme étant des suppléments de rémunération liés à votre activité française. Et donc, dans ce cas, donc ces suppléments de rémunération sont exonérés. Soit, deuxième possibilité, et qui aujourd'hui en fait se rencontre dans la plupart des cas, en fait, on va évaluer forfaitairement cette prime et on dit qu'elle peut être égale jusqu'à
30% en fait, de votre rémunération net imposable. Donc concrètement, si on a un individu qui a une rémunération nette imposable de 100 000, plus loin, 100 000 euros, ça veut dire qu'il peut exonérer 30 000 euros avec le régime des impatriés, 30 000 euros donc qui correspond à sa prime d'impatriation. La seule limite, c'est que dans les deux cas, que les suppléments de rémunération soient mentionnés dans le contrat de travail ou qu'on note pour la prime forfaitaire, il est impératif que, une fois qu'on ait déduit les suppléments de rémunération, la prime d'impatriation, que le montant qui soit in fine imposable, donc après avoir extourné le montant exonéré, il faut que ce montant-là soit au moins égal à ce qu'on appelle le salaire de référence. Le salaire de référence, qu'est-ce que c'est? C'est une donnée RH. En fait, c'est tout simplement, si vous voulez, la rémunération qui est versée à une personne qui a des fonctions analogues aux vôtres. Donc concrètement, c'est une donnée qui est fournie par le service RH de votre entreprise. Je ne la connais pas, vous ne la connaissez pas. C'est vraiment une donnée du service des ressources humaines. Mais c'est une donnée qui est fondamentale parce que sans ce montant, vous n'êtes pas en mesure en fait, de savoir quel est le montant qui peut être ou pas exonéré. Donc, c'est très important de connaître cette notion de salaire de référence, que la société vous la donne. Et donc, typiquement, si je reprends mon exemple d'un salarié qui a une rémunération nette imposable de 100 000 euros, et si la société lui dit, bah, pour toi, le salaire de référence, je dis n'importe quoi, c'est 65 000 euros. Ça veut dire qu'il pourra exonérer les 30 000 euros, parce qu'une fois qu'on aura exonéré les 30 000 euros, il aura une rémunération nette imposable de 70 000 euros. Et donc, on sera bien au-dessus du salaire de référence. Donc là, il peut tout exonérer, les 30%. Ou autre possibilité, toujours le même salarié, mais là, son employeur lui dit, bah, pour toi, ton salaire de référence, c'est 85 000 euros. Là, ça veut dire qu'il ne peut pas exonérer jusqu'à 30%, il ne pourra exonérer que 15 000 euros, parce que, in fine, il doit bien déclarer, après avoir extourné la prime, un montant qui est au moins égal au salaire de référence. Donc, vraiment, le salaire de référence est la condition essentielle qui doit être vérifiée parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un contrôle fiscal, la première chose en fait que demandent les autorités fiscales, c'est quel est le salaire de référence? Donnez-nous une attestation de l'employeur. Donc, c'est la condition primordiale. Et c'est quelque chose vraiment voilà, dont il faut discuter et qu'il faut demander en fait aux sociétés parce que si vous êtes en fait dans une grosse société, dans une grosse entreprise, a priori, c'est une donnée qui est facilement identifiable et donnée par le service RH. Par contre, c'est des sociétés qui sont peut-être plus petites, qui n'ont pas forcément qui sont pas forcément familières avec le régime des impatriés et avec la notion de salaire de référence. Ça peut être plus compliqué à obtenir. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment impératif d'anticiper sur cette notion. L'autre avantage du régime, c'est tout ce qui est en fait jours passés à l'étranger. Donc, ça veut dire que si pour les besoins de votre fonction, les textes fiscaux mentionnent le fait d'avoir des jours de travail qui sont passés à l'étranger dans l'intérêt direct et exclusif de votre employeur. Donc, ça veut dire concrètement que si pour les besoins de vos fonctions, donc vous avez un meeting client, un meeting d'équipe, une formation, peu importe, mais il faut vraiment que ce soit motivé par des raisons professionnelles. Vous devez effectuer un déplacement hors de France. Le temps que vous passez à l'étranger, le temps de travail, ce temps-là peut aussi, en fait, la fraction correspondante de votre rémunération peut être exonérée d'impôt également. Alors après, ça dépend des conventions collectives applicables, mais en France, en général, on considère qu'on a 218 jours de travail par an. Donc concrètement, si vous avez 10 jours de travail à l'étranger, motivés encore une fois par des raisons professionnelles, dans ces cas-là, on peut, en fait, on applique un prorata, 10 sur 218, et la fraction correspondante de la rémunération peut être exonérée également. Donc, c'est extrêmement avantageux. Ça suppose en fait de documenter quand même les déplacements. Vous n'avez pas forcément besoin de dormir à l'étranger. Donc, concrètement, si vous prenez l'Eurostar le matin pour un meeting client à Londres, vous partez le matin à 7 h du matin, vous rentrez le soir à 20 h, ça vaut pour un jour. La seule condition essentielle, c'est vraiment motivé par des raisons professionnelles. Donc, si vous allez en famille pour des vacances en Espagne et que vous décidez de télétravailler le lundi parce que c'est plus simple pour des convenances personnelles, ça, typiquement, c'est un jour de travail qui ne qualifie pas pour le régime des impatriés. Donc, le régime des impatriés, donc c'est vraiment le volet essentiel, en fait, les avantages essentiels de ce régime. Donc, pour les aspects qui sont relatifs à la rémunération, on vient de les voir, c'est exonération de la prime d'impatriation ou exonération de l'activité exercée à l'étranger. Mais évidemment, après, on ne peut pas non plus tout exonérer. Il y a des plafonds qui s'appliquent. Donc, il y a deux plafonds.
Le premier plafond, on dit concrètement, on peut exonérer jusqu'à 50% de la rémunération nette imposable. Donc, c'est extrêmement avantageux. Ça veut dire concrètement que si je reprends toujours le cas de mon salarié qui a une rémunération nette imposable de 100 000 euros, ça veut dire qu'il peut exonérer jusqu'à 50 000 euros de sa rémunération, donc la moitié. Ça, c'est la première exonération possible. Deuxième plafond possible applicable, en fait, on déduit la prime. Donc, si on reprend le même exemple, on déduit les 30%. Donc, on a notre rémunération nette imposable de 70 000 euros. Et on dit que le deuxième plafond qui s'applique, c'est que c'est un plafond qui va être défini par rapport au jour à l'étranger. Là, on va dire, en fait, vous pouvez exonérer jusqu'à 20% de votre rémunération. Donc, dans mon exemple, jusqu'à 14 000 euros. Donc là, vous voyez bien que dans mon exemple, c'est plus avantageux d'opter pour le plafond de 50% que pour le plafond en fait, de 20%. Tous les ans, vous pouvez en fait choisir le plafond qui vous est le plus avantageux. En pratique, si vous avez la prime forfaitaire qui s'applique, en général, c'est le plafond de 50% qui est le plus avantageux. Le plafond de 20% peut être plus avantageux si vous avez des primes très importantes qui sont dans le contrat de travail, qui sont supérieures en fait à 30%. Là, l'autre plafond peut être plus avantageux. Mais dans la plupart des cas, ce sera le plafond de 50%. Donc, chaque année, on vérifie le plafond qui est le plus avantageux. Et attention, parce que quand vous déposez la déclaration, il y a des mentions expresses qui doivent figurer dans la déclaration. En fait, l'avantage essentiel de ce régime, c'est que c'est un régime, si vous voulez, où il n'y a pas besoin d'agrément. Vous n'avez pas un dossier à constituer avant d'arriver en France. La société n'a pas besoin non plus de faire des démarches. Enfin, c'est vraiment un régime qui peut être appliqué directement dans votre déclaration au moment où vous la déposez. La seule chose, c'est que voilà, il y a des conditions, il y a des plafonds et il y a des mentions expresses qui doivent figurer dans la déclaration, typiquement pour dire quel plafond pour lequel vous optez. Et ça suppose aussi d'avoir vérifié au préalable la condition relative au salaire de référence. Donc, ce régime est applicable pendant 8 ans. Donc, en fait, et même pendant 9 ans, parce qu'en fait, il s'applique jusqu'au 31 décembre de la 8e année qui suit, celle au cours de laquelle vous avez pris vos fonctions en France. Donc, concrètement, si vous rentrez en mai 2024, vous pouvez bénéficier du régime jusqu'au 31 décembre 2032. Donc, régime extrêmement avantageux. Honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'en France, c'est un des régimes en termes de défiscalisation. C'est le régime le plus avantageux qui existe au niveau des rémunérations. La seule, j'allais dire, la seule mesure un peu de tempérance, c'est que ce régime ne s'applique. En fait, il est lié, si vous voulez, à l'employeur qui va vous faire venir en France. Donc concrètement, je dis n'importe quoi, vous êtes embauché par Danone, vous rentrez avec Danone en France, vous démissionnez de chez Danone pour aller chez Nestlé, vous perdez le régime. Donc c'est très important d'avoir cette notion un peu, j'allais dire, de fidélité à l'employeur, parce que si typiquement vous êtes recruté depuis l'étranger et que vous hésitez entre diverses sociétés, il vaut mieux choisir de façon précautionneuse la société avec laquelle vous rentrez, parce que potentiellement, si ça ne marche pas et que vous décidez de changer d'employeur, vous perdez le régime. Donc, comme c'est un régime quand même avantageux, c'est bien d'en tenir compte avant de rentrer. Donc, les autres avantages qui sont liés à l'installation en France, il y a plusieurs choses. Donc, avec le régime des impatriés, vous pouvez également exonérer jusqu'à 50% en fait, des revenus de capitaux mobiliers et des gains de cession de valeur mobilière, parce qu'en fait, il s'agit de comptes situés à l'étranger. Donc, aujourd'hui, en l'état actuel de la législation française, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des projets des velléités de changement législatif, mais en l'état actuel, aujourd'hui, donc les revenus passifs, donc les intérêts, les dividendes, et tout ce qui est plus-value de cession de valeur mobilière sont taxés, vous savez, avec la flat tax de 30%. Donc, vous avez 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Avec le régime des impatriés, si vous percevez des intérêts ou des dividendes sur un compte étranger, ou que vous cédez des titres étrangers localisés sur un compte à l'étranger, de la même manière, vous allez avoir un abattement, une exonération en fait, de 50% qui va s'appliquer, mais uniquement sur la partie impôt sur le revenu. Donc, grosso modo, au lieu d'être taxé à 30% sur ces revenus étrangers, vous êtes taxé à 23,6%, c'est-à-dire 12,8% divisé par 2 plus 17,2%. Donc, ça reste quand même assez avantageux. Alors là, c'est ce que je dis toujours, à voir après si ça fait sens, parce que concrètement, si vous venez en France pour vous installer définitivement, est-ce que ça fait sens de garder des comptes à l'étranger sur lesquels vous êtes taxé à 23,6% ou est-ce qu'il vaut mieux investir sur des comptes français? Il y a certains comptes rémunérés qui sont exonérés d'impôts, type livret A ou ce genre de choses. Donc, faire un petit peu un arbitrage finalement entre les comptes à l'étranger qui sont plutôt qui sont bien rémunérés et qui sont taxés à 23,6% versus les comptes en France dont certains peuvent être exonérés. Parce que concrètement,
le fait que vous ayez des revenus qui soient aux États-Unis, qui sont exonérés selon les règles fiscales américaines, ça ne s'applique pas en France. À partir du moment où vous rentrez en France, on applique les règles françaises. Et donc, si vous avez un dividende sur un compte américain, peu importe que ce dividende soit exonéré selon la législation locale américaine, en France, il sera imposé. Donc ça, c'est l'autre avantage du régime. D'autres avantages, mais qui n'ont rien à voir avec le régime des impatriés. Il y a, premièrement, donc, pour tout ce qui concerne l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière, pendant les 5 années qui suivent votre arrivée en France, on ne tient pas compte des biens qui sont situés à l'étranger pour déterminer votre seuil d'assujettissement à l'IFI. Donc, pour mémoire, l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, c'est un impôt qui est dû si, au 1er janvier de l'année considérée, vous avez un patrimoine net imposable qui est supérieur à 1,3 million. Patrimoine net imposable, ça veut dire qu'on déduit tout ce qui est tout le passif. Donc, c'est notamment, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose de déductible, mais c'est notamment tout ce qui est relatif aux emprunts immobiliers. Donc, si vous avez un appartement qui vaut 1,5 million, mais vous avez 400 000 euros d'emprunt, concrètement, vous n'êtes pas assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière parce que votre patrimoine net imposable est d'1,1 million et donc il est inférieur au seuil d'1,3 million. Et donc, quand vous arrivez en France, les 5 années qui suivent, on ne tient pas compte en fait de votre immobilier situé à l'étranger. Donc, si vous souhaitez conserver votre ancienne résidence principale aux États-Unis, la mettre en location, on n'en tient pas compte pendant 5 ans. Par contre, au-delà de 5 ans, on réintègre à nouveau ce bien étranger dans l'assiette mondiale de votre patrimoine immobilier pour déterminer si oui ou non vous êtes assujetti à l'IFI. Et l'autre exonération, il me semble, Philippe, que tu en parles aussi, je crois, c'est une possible en fait, exonération de cotisation vieillesse de base et complémentaire pendant une durée de 3 ans. C'est renouvelable une fois. Donc là, c'est un petit peu plus complexe à mettre en place parce que pour le coup, là, ça demande, j'allais dire, un petit peu plus d'anticipation parce que ça suppose déjà qu'il y a une demande conjointe avec l'employeur qui va en fait, vous devez déposer un dossier concrètement pour justifier des différentes conditions. Et notamment, vous devez continuer à cotiser à un régime privé à hauteur de mémoire, c'est 20 000 ou 25 000 euros par an. Donc, il y a quand même des conditions qui sont assez lourdes. Il y a tout un formalisme et c'est pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Donc ça, je dirais que ça fait plutôt sens pour les personnes qui ne sont pas françaises, qui sont des étrangers, qui viennent en France. Ils savent que c'est vraiment pour une durée transitoire, une mission de 2 ou 3 ans. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à cotiser en France. Ça fait sens. Maintenant, si vous rentrez en France et que vous savez que c'est pour une durée, voilà, vous êtes rentré sous contrat local français pour une durée indéterminée, ça fait plutôt sens de commencer à cotiser dès le début. Donc, les conseils pratiques, en fait, finalement, c'est que si vous pouvez, c'est vraiment bien, en fait, d'anticiper votre installation en France. Déjà, en vérifiant au préalable que vous remplissez toutes les conditions pour bénéficier du régime des impatriés. D'en parler aussi avec votre futur employeur. On a vu notamment la notion de salaire de référence. J'insiste, mais c'est vraiment la clé de voûte, en fait, de votre éligibilité au régime. Donc, si vous rentrez, mais que cette condition n'a pas été vérifiée, notamment si vous êtes en position de négociation avec l'employeur sur le package de rémunération, ça fait sens en fait d'évoquer le régime des impatriés à ce moment-là, parce que c'est vraiment un vrai argument. Et surtout en collectant l'ensemble des justificatifs nécessaires, ce qui fait qu'en fait, après, quand vous êtes en France, vous avez l'ensemble des informations voilà, qui sont à disposition. Donc, c'est la fin de ma présentation. Donc, j'ai indiqué mes coordonnées qui sont ici. Moi, je suis basée à Paris, donc dans le 9e. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions Et pour, concernant le régime des impatriés. alors, je vois une question, je crois. En tout cas, pour tout le monde, si vous appuyez sur le bouton chat, je crois que c'est comme ça en français aussi, si vous avez la version en français de Zoom, vous verrez que vous avez un petit lien pour contacter Jordan Delors et qui vous permet d'accéder à son site et de lui écrire. Si tu peux revenir pendant que moi j'ai une question, Jordan, et j'ai vu une question arriver. Juste une question pour Jordan, pour Oui. ce régime que tu qualifies d'avantageux, qui a des conditions évidemment et des plafonds pour les impatriés. Qu'est-ce qui économiquement, qu'est-ce qui se cache entre guillemets, enfin qu'est-ce qu'il y a derrière euh, économiquement pour la France? Est-ce que c'est une véritable volonté de revoir des Français revenir en France? Je trouve ça Alors, c'est assez pas amusant. forcément les Français, parce que ça s'applique à tout le monde, que ce soit Tout à fait. français ou étranger. L'idée, c'est vraiment en fait, d'attraire les gens en France. Et en fait, c'est pour ça que j'ai précisé, il faut que le contribuable en question devienne résident fiscal de France. Tout simplement, en fait, pour que la personne s'installe en France. Et après, le gain économique, parce que c'est un régime qui dure 8 ans, certes, mais il y a quand même une imposition qui se fait sur la moitié des rémunérations. Et ça a vraiment été en fait un régime
Euh, la plupart des pays européens ont les mêmes régimes. L'idée, c'est vraiment en fait, d'attraire les sociétés, d'attraire les contribuables. Et après, concrètement, une fois qu'ils sont installés, la Ils plupart, en sont fait, il y en a beaucoup qui ne contribuables. partent pas, qui sont Voilà. contribuables. Et puis, à côté de ça, c'est des personnes, selon les niveaux de rémunération, qui peuvent avoir, j'allais dire, un niveau de vie. Donc, ils vont après potentiellement créer de l'emploi s'ils vont embaucher une nounou. Enfin, donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment en fait, d'avoir un espèce de cercle vertueux économique où en fait, on attrait les gens en France, tout simplement pour avoir plus de contribuables français. Ok. Merci beaucoup. Et on a une question de Jean-Claude qui nous dit, merci d'avoir organisé ce webinaire. Deux petites questions. Ce régime n'est pas applicable à un binational USFR étant couvert sous la convention entre les US et la France. Le traité, alors c'est une question. Euh, tu, tu vois peut-être la question, Oui, alors, Jordan? je viens d'être... alors, oui, je suis en train de partager. Je ne sais pas si c'est une question, est-ce qu'il est, mais c'est formulé comme une négation. Je Mais viens d'être... Oui, j'ai pas tout le... Je viens d'être en régime de retraite. Alors, la question est où? Je n'ai pas d'autres questions là, sur le chat. dans le chat, c'est un des derniers messages, juste au-dessus de celle-là. Alors, Voilà. oui. Je peux te la lire si tu veux. Oui, je veux bien. Mais alors, le fait que vous soyez binational n'a pas d'impact sur le régime, parce qu'encore une fois, c'est un régime qui s'applique, quelle que soit la nationalité. Il faut juste remplir toutes les conditions. Par contre, il faut juste, en fait, effectivement, si vous êtes binational franco-américain, vous conservez des obligations déclaratives aux États-Unis. Et donc, il faut juste, en fait, faire j'allais dire, la balance, parce que concrètement, l'économie d'impôt que vous allez avoir auprès du fisc français, vous allez potentiellement devoir la payer auprès du fisc américain. Après, en général, quand vous travaillez en France, que vous êtes résident français, vous avez quand même une exonération de mémoire. Je crois les 100 premiers 1000 euros ne sont pas forcément taxés aux États-Unis. Donc, ce qui fait qu'in fine, j'applique le régime à des franco-américains, enfin, ou à des binationaux. Donc, je pense qu'il y a quand même un gain. Mais voilà, il faut juste peser le gain qui est quand même moindre pour vous en tant que binational et comme vous conservez vos obligations de déclaratives aux États-Unis et le paiement de l'impôt aux États-Unis, comparativement à une personne qui va avoir une fiscalité uniquement franco-française. Mais sur le principe, pas de non-éligibilité. Ouais. Et enfin, sa deuxième question, c'est est-ce que ce cas d'impatriation est spécifique à une personne revenant en France avec un travail et non pas en retraite? C'est bien ça? Oui, il faut être Voilà. actif. Il faut être actif, surtout, il ne faut pas, donc il faut être actif professionnel et vous ne pouvez pas revenir en France de votre propre initiative. Donc concrètement, c'est pour ça que c'est vraiment très important d'être non résident fiscal avant, au moment des négociations, parce que si vous rentrez en France, typiquement, enfin, vous démissionnez de votre société aux États-Unis, vous rentrez en France et vous vous dites, bah, je vais chercher un travail en France, là, vous n'êtes plus éligible. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez mis le pied sur le sol français, si vous êtes venu voilà, avec votre famille, etc., vous êtes résident fiscal français et donc au moment où vous signez le contrat, vous êtes résident, vous n'êtes plus éligible au régime. C'est pour ça que c'est vraiment très important d'anticiper. En gros, tout doit se faire lorsque vous êtes encore à l'étranger et c'est un régime qui s'applique aux actifs professionnels. Donc il faut que vous reveniez pour des besoins professionnels. Donc effectivement, si vous êtes en retraite, ça ne marche pas. D'accord. Et peut-être que la question de Patricia ensuite, qui est la dernière question, qui nous dit, je viens d'être en régime retraite américaine et souhaite rentrer en France pour toucher ma retraite française. J'ai travaillé aux USA pendant 30 ans, peut-être qu'elle concerne plus Philippe. Tout à fait. Je pense qu'elle est plus pour Philippe, cette question. Voilà. Donc Philippe, je te propose de répondre à Patricia au début ou avant ton intervention. Merci beaucoup, Jordan. Et tu restes Je avec vous nous en prie. autant que tu Oui, veux. Et merci beaucoup, c'était très précis, intéressant et même économiquement pour voir à quel point la France a envie d'attirer de nouveaux contribuables, n'est-ce pas? comme tu l'as dit, français expatriés ou tout simplement étrangers. Euh, est-ce que c'est Philippe ou est-ce que c'est Adrien qui va prendre la suite? C'est Philippe. C'est Philippe. Merci Philippe. Est-ce Merci que Romain. est-ce que tu veux commencer par répondre à la question de Patricia ou à la fin? Bah, je vais la prendre à la fin avec toutes les autres. Allez, parfait. Alors donc moi je vais vous parler exclusivement donc des retraites, hein, l'impact sur d'une retraite quand on rentre en France ou quand on quitte les États-Unis. Je suis Philippe Lantadi du cabinet Nouvelle Vie Retraite et notre activité unique, c'est d'aider nos clients dans la connaissance et la perception de leur retraite, des régimes obligatoires français, des régimes également étrangers. Alors, au niveau des retraites françaises, on a deux statuts possibles. Jordan en a parlé tout à l'heure. Le premier, c'est celui de salarié détaché, c'est-à-dire que vous quittez les États-Unis
et vous rentrez en France et votre employeur maintient votre contrat de travail aux États-Unis, continue à cotiser pour vous dans le régime de la Social Security américaine, avec les bénéfices que vous avez, 401k, autres, dans votre emploi aux États-Unis. À ce titre, il n'est pas obligé de cotiser dans les régimes de retraite en France, mais ce statut de salarié détaché a une durée limitée de 2 fois 3 ans. Donc, effectivement, dans votre optique de retour en France, dans le cadre de l'impatriation, il faut que vous ayez effectivement cette visibilité. Si c'est vraiment quelque chose de temporaire et que un retour aux États-Unis est fort probable à ce moment-là, peut-être que ce statut de salarié détaché peut être effectivement le statut qui vous convient, notamment si vous avez jamais travaillé en France ou vous avez eu très peu d'activités en France. Sinon, vous serez employé comme tous les salariés en France et vous paierez des cotisations sur votre salaire français, régime de base et régime complémentaire. Juste pour précision, au regard du droit social en France, on est expatrié quand on n'a plus aucun lien de subordination avec une entité juridique. Donc, si votre employeur est exclusivement français, bah, à ce moment-là, vous serez considéré comme un employé français et vous cotiserez comme l'ensemble des personnes de droit commun en France. Le système de protection sociale de la retraite en France est en 2 niveaux. Un premier niveau en rouge qui vise la protection obligatoire. Donc, dès que vous travaillez, dès que vous avez une activité en France, quelle qu'elle soit, vous avez 2 niveaux de protection, un régime de base, un régime complémentaire. Donc, vous allez acquérir dans le régime de base des droits et des trimestres qui sont une notion très importante dans le système actuel. C'est pas dit que le système perdure tel qu'il est aujourd'hui, il peut très bien évoluer vers des systèmes en points comme ça avait été évoqué en 2019, mais aujourd'hui la notion de trimestre est importante et vous avez des régimes en points qui sont des régimes complémentaires. Donc quand vous avez une activité en France, si vous êtes salarié, vous cotiserez à minima dans ces deux régimes. Si vous travaillez dans certaines entreprises, vous aurez accès à des mécanismes d'épargne, des plans d'épargne retraite qui sont obligatoires dans certaines entreprises. Donc, c'est des capitalisations, des plans de pension qui sont spécifiques au sein de l'entreprise. Vous pourrez également en souscrire en tant qu'individuel auprès d'une banque ou d'une assurance. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, on va voir la protection que vous avez. L'important demain, si vous rentrez en France, c'est que vous n'avez plus ce statut de salarié aux États-Unis avec un régime de base, et potentiellement un 401k. Il faut effectivement voir le pendant. Quand vous allez arriver en France, est-ce que vous bénéficierez aussi de ce type de protection qui existe en France à travers les plans d'épargne retraite collectifs? Des notions importantes en France, c'est l'âge d'ouverture des droits, c'est le premier âge auquel vous pouvez percevoir vos retraites. Donc ça, c'est quelque chose qui doit effectivement aussi vous alerter parce que vous avez des systèmes qui sont différents entre les pays. Entre la France et les États-Unis, on était calé, c'est-à-dire qu'on avait un premier âge à 62 ans et un âge du taux plein 67 ans. C'est la même chose aux États-Unis dans le régime de la Social Security Administration. Avec la réforme 2023 en France, on a décalé progressivement le départ en retraite entre 62 et 64 ans. Donc, toutes les personnes qui sont nées après 1968, à partir de 1968, ne pourront pas percevoir leur retraite française avant l'âge de 64 ans et devront justifier pour avoir un taux plein avant 67 ans d'un certain nombre de trimestres. Et c'est là que les conventions de sécurité sociale interviennent, parce que dans les trimestres que vous devez justifier pour avoir vos retraites à taux plein avant l'âge de 67 ans, vous devez on peut inclure toutes les périodes d'activité que vous avez eues en France, mais également les périodes d'activité d'un pays dans lequel avec lequel la France a signé une convention de sécurité sociale, ce qui est le cas avec les États-Unis. On prend le cas sur cette diapositive, 3 personnes qui ont fait chacun 100 trimestres en France. Claude a fait 100 trimestres en France, 72 aux États-Unis en cotisant à la Social Security. Donc, on va tenir compte dans sa reconstitution de carrière de toutes ces périodes d'activité dans les 2 pays. Et donc, il aura ses retraites dès 64 ans à taux plein. Donc, les droits qu'il a acquis en France sur les 100 trimestres d'activité lui seront versés sans minoration dès l'âge de 64 ans, dans la mesure où il justifie les 172 trimestres. On a un autre cas de figure, Anne, qui a fait 100 trimestres en France, 66 aux États-Unis, 6 en Grande-Bretagne. On a bien un accord entre la France et les États-Unis. On a bien un accord entre la France et la Grande-Bretagne.
Mais il existe une règle de non-cumul. On ne peut pas se prévaloir de plusieurs accords de sécurité sociale. Donc, dans le cas de Anne, on va lui appliquer la convention qui va être la plus favorable, celle avec les États-Unis. Et donc, elle va avoir un déficit de 6 trimestres et elle aura une minoration qui sera calculée sur les 6 trimestres manquants si elle veut percevoir ses retraites à partir de 64 ans et dans la mesure où elle n'a pas ses 172 trimestres. Enfin, la France a signé une quarantaine de conventions de sécurité sociale. Il n'en existe pas avec la Chine. Donc, on neutralise d'office les périodes des pays sans convention. Donc, il faut effectivement, au travers de votre carrière, vous préoccuper effectivement de l'impact d'une carrière multi-pays, notamment avec l'application de ces conventions ou des pays qui n'ont pas eu de convention de sécurité sociale. Et Philippe, juste une petite question. Je trouve cette règle que tu as évoquée pas très sympa, qui est le non-cumul des conventions au sein de pays C'est qui ont des vrai. conventions. Et c'est pas très sympa, mais derrière, pourquoi ne... C'est juste un avantage pour Alors, la sécurité sociale de faire un peu alors d'économie? dans la mesure où, dans certaines, on a un accord, enfin, il y a plusieurs types, il y a deux types d'accords. Il y a une convention, il y a des conventions, il y a trois types d'accords. Il y a des conventions bilatérales, des conventions tripartites et l'accord européen. L'accord européen est un accord qui est multi-pays. Donc, on va tenir compte de l'ensemble des périodes d'activité dans tous les pays en Europe, augmenter de l'espace européen, augmenter de la Suisse, du Liechtenstein et les pays d'Europe du Nord. Donc, vous avez travaillé en France, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Norvège et autres. On additionne toutes les périodes d'activité. Là, il n'y a pas de problème. D'accord. On ne peut pas faire une convention bilatérale comme en France, France-États-Unis, plus l'accord européen. C'est les textes qui le prévoient. Ça va être dans la rédaction des accords, ça a été rédigé dans ce sens. On a quelques conventions qui sont tripartites, qui permettent la prise en compte d'un État tiers, notamment avec le Canada. Le Canada, excepté la province du Québec. Donc, si on fait France, États-Unis, Colombie-Britannique, on va pouvoir tenir compte des trois périodes d'activité. Par contre, si on fait France, États-Unis, Québec, on ne pourra pas effectivement se prévaloir des trois pays parce que pour le Canada, on a deux conventions, une avec le Québec qui est plus restrictive, une avec les autres États qui est plus avantageuse, notamment pour certains pays. Les conventions tripartites sont pas nombreuses, hein. On a celle avec le Canada, celle avec le Brésil, on a celle avec l'Uruguay et celle avec l'Argentine. Donc, on a peu de conventions. Petit à petit, il n'est pas exclu qu'il y ait des avenants qui soient signés aux conventions qui permettent la prise en compte d'États tiers, mais pour l'instant, on est vraiment limité à cette architecture réglementaire qui est appliquée par la Caisse française. D'accord. Merci. La retraite américaine, on a un système qui est un peu similaire à la France, avec un régime obligatoire pour tous les salariés des États-Unis, qui est un régime par répartition, qui est le régime de la Social Security Administration. Alors que je dis qu'il est obligatoire, c'est pas tout à fait vrai, parce il existe des exceptions, notamment dans certains États, vous avez les employés des écoles publiques qui ne sont pas tenus de cotiser à la SSA, qui ont un régime, un fonds de pension spécifique, comme au Texas, comme en Californie. Donc ces personnes ne cotisent pas à la Social Security, ce qui veut dire que ces personnes ne peuvent pas se prévaloir non plus de la Convention de sécurité sociale. La Convention de sécurité sociale valide des trimestres de régime de sécurité sociale par un autre régime de sécurité sociale. Le fonds de pension des employés des écoles publiques de Californie et du Texas ne sont pas un régime reconnu et donc les trimestres d'activité dans ces régimes, ça peut être le cas également pour les régimes des personnes qui travaillent dans les chemins de fer aux États-Unis, il y en a quelques-uns comme ça, ne sont pas reconnus dans les conventions et donc c'est effectivement quelque chose de problématique. Un niveau de protection qui n'est pas obligatoire non plus, ce sont des systèmes de protection par capitalisation que Adrien développera très certainement tout à l'heure, type 401K ou 403B. Donc, en fonction des activités et des employés que vous avez eus ou que vous avez actuellement, si vous êtes amené à rentrer en France, si aujourd'hui vous cotisez à la SSA plus un 401K, si demain vous arrivez en France et que
vous n'avez plus du tout cette architecture de protection américaine, il faut vous poser la question, comment vous allez être couvert en France? Vous allez avoir régime de base et régime complémentaire sur lequel vous allez payer des cotisations sur l'ensemble de votre salaire brut annuel. Et également, vous, selon les entreprises, vous aurez peut-être accès à des plans d'épargne retraite collective, ce qui peut l'un dans l'autre compenser globalement le même niveau de protection que vous avez aux États-Unis, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder un peu plus dans le détail. J'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps d'une personne alors qui faisait l'inverse, qui partait de la France vers les États-Unis, mais on avait effectivement des questions qui se posaient avec un plan d'épargne retraite collectif, une retraite surcomplémentaire parce qu'il faisait partie du board, et donc il fallait effectivement euh, calculer les bénéfices qu'il avait en France par rapport à ce qu'il allait avoir aux États-Unis et voir ce qui matchait et ce qui n'allait pas. Au niveau de la retraite américaine, donc comme je disais tout à l'heure, on ouvre le droit à partir de 62 ans. L'âge du taux plein, c'est 67 ans. Entre 62 et 67 ans, on applique une décote. Pour percevoir une retraite américaine, il faut 40 crédits, 40 trimestres d'activité. Ces 40 trimestres sont consolidés entre des trimestres français et des trimestres américains. Donc, si vous avez une petite carrière aux États-Unis, si vous avez travaillé que 5 ans aux États-Unis, si vous avez le reste de votre carrière en France, on aura, grâce à la Convention, la possibilité de consolider votre carrière et quand même d'obtenir le paiement d'une pension de la Social Security américaine sur les 5 années que vous avez exercé aux États-Unis. Ce qui n'existe pas par rapport à la France, c'est une bonification. Si vous différez votre demande de retraite entre 67 et 70 ans, vous avez un bonus, 8% par an, au prorata du nombre de mois, entre 67 et 70 ans. Comme en France, vous avez une assiette maximum de cotisation à 168 600 $ en 2024 et le montant maximum d'une retraite américaine pour une personne qui a cotisé 35 années au plafond est de 45 864 $ en 2024. Un mécanisme un peu non compris par beaucoup de personnes parce que la Convention est censée protéger et elle protège dans ce cas-là, c'est l'application d'un mécanisme qui vise à diminuer la pension de la retraite américaine parce que vous percevez une retraite de la France. Alors cette minoration, vous pouvez y échapper si, dans le cadre de votre processus de demande de retraite française ou américaine, vous faites jouer la Convention de sécurité sociale, ce qui est votre intérêt, parce que ça va permettre de consolider votre carrière des deux côtés, et ça va également vous permettre d'échapper au windfall et au WEP, au WEP, qui vise à diminuer votre retraite américaine. Si ça fait plus de 30 ans que vous travaillez aux États-Unis, que vous avez plus de 30 années de substantial earning, même sans application de la convention, vous échapperez à l'application du windfall. Le windfall, il peut diminuer votre retraite américaine de 7 044 $ cette année, ce qui représente à peu près 2 mois de pension dans bon nombre de situations. Donc la Convention de sécurité sociale, elle vous protège, elle vous permet d'optimiser vos droits côté France, de percevoir vos retraites avant l'âge de 67 ans grâce à la consolidation. Si vous avez moins de 10 ans aux États-Unis, vous percevrez quand même une retraite grâce à la consolidation de votre carrière et elle vous permet effectivement d'échapper à l'application de ce windfall lorsque vous demanderez votre retraite américaine. Donc travaillez bien dans votre situation dans l'optique d'optimiser avec l'aide de la Convention de sécurité sociale France-États-Unis. Pour finir, notre cabinet Nouvelle Vie Retraite, donc nous existons depuis 1986. Notre seul métier, c'est d'aider nos clients dans la connaissance et la perception de leurs droits de retraite de sécurité sociale française et étrangère. Nous sommes aujourd'hui plus de 34 collaborateurs. Nous faisons des réunions partout dans le monde, des webinaires comme ce soir, des réunions en présentiel. Et donc, nous rencontrons les communautés françaises et nous avons 2 prestations qui sont des prestations sur mesure. Un bilan retraite qui va vous permettre de voir de la visibilité, de travailler sur la planification financière de vos revenus au moment de la retraite, partir de votre passé à un instant T, de travailler sur des scénarios futurs de manière à ce que vous sachiez précisément comment, combien vous aurez de retraite et à partir de quel âge. La deuxième prestation, c'est une prise en charge de l'ensemble de vos demandes de retraite françaises depuis les États-Unis ou depuis la France, ou étrangères depuis la France ou depuis les États-Unis, en fonction de votre carrière. Donc, dans ce cas-là, nous sommes
à votre place les interlocuteurs des organismes français et étrangers. Et pour ces deux prestations, nous fonctionnons sous forme d'honoraires, qui sont des honoraires forfaitaires définis en début de mission en fonction de la complexité et du temps de travail que nous allons passer sur votre situation individuelle. Voilà, vous avez mes coordonnées. Si vous souhaitez discuter un peu plus de votre situation individuelle, faites-moi un email. On conviendra d'un rendez-vous téléphonique ou d'une visio en Zoom. Le rendez-vous est gratuit, sans engagement. Voilà, vous pouvez effectivement me contacter de manière à en connaître un peu plus sur votre situation et de manière à ce qu'on puisse rentrer un peu plus dans les détails. Donc, s'il y a des questions, Romain, Oui. Alors, merci beaucoup, Philippe, c'était très clair. Et j'espère que tu n'as pas trop mal à la tête à force de lire toutes les conventions retraite de tous les pays. Euh, et je viens d'être en régime. Alors, Patricia nous a demandé tout à l'heure, je viens d'être en régime de retraite américaine et souhaite rentrer en France pour toucher ma retraite française. J'ai travaillé aux USA pendant 30 ans. Que dois-je faire pour rentrer en France? Bon, la question était un peu large, mais hmm. Alors Patricia, déjà, vous n'êtes pas obligé de rentrer en France pour demander votre retraite américaine. Si vous le souhaitez, c'est faisable, mais si vous pouvez le faire depuis les États-Unis, ça fonctionne. Il y a des conventions, la convention donc, que je vous ai parlé. Donc, il faut déposer votre demande de retraite française auprès de la Social Security américaine qui fera la liaison avec la France. Dans ce cas-là, la convention s'appliquera et vous allez optimiser vos droits et vous percevrez vos deux retraites intégralement, séparément. La Social Security américaine qui sera calculée sur toutes vos années américaines et la sécurité sociale française, base et complémentaire, pour tous les droits que vous avez acquis en France. Si vous souhaitez rentrer en France et demander votre retraite française depuis la France, c'est pareil, vous pourrez très bien le faire soit directement sur les sites online à condition que vous ayez un accès à France Connect, ou alors sous forme papier. Mais si vous souhaitez, à ce moment-là, faites-moi un email et je vous donnerai un peu plus de renseignements pour que vous puissiez le faire plus facilement avec toutes les informations nécessaires. merci pour Patricia. Michel nous dit, j'ai quitté la France il y a 60 ans, je n'ai jamais travaillé en France. Comment puis-je obtenir la carte vitale, essentielle quand même, une fois en France? Je serai en retraite, je sais que ma retraite est taxée aux États-Unis, car l'IRS va récupérer les impôts sur mes IRS. Euh, Alors, Michel, si vous rentrez en France à partir de voilà. 90 jours de présence sur le territoire, vous pourrez bénéficier d'une couverture maladie en France. Il vous suffira de vous rendre à la caisse primaire d'assurance maladie de votre lieu de résidence pour faire les démarches. Vous aurez des cotisations à payer sur vos revenus, mais effectivement, vous pourrez récupérer à ce moment-là une couverture santé en France à partir de 90 jours de présence sur le territoire. Euh, on a ensuite Samantha. Est-ce que... Non, oui. Samantha, il nous demande est-ce que vous allez envoyer l'enregistrement de ce webinaire? Oui, il sera diffusé sur le Friend District parce qu'elle doit partir. Euh, ensuite, on a Mireille qui nous dit, j'ai vécu aux USA 40 ans. Je touche une retraite non taxée de la sécurité sociale et une petite retraite en France. Si je rentre en France, est-ce que je serai taxé sur ma retraite américaine en France, lorsque je serai en France? Et Alors, si je vire de l'argent de mon compte américain sur mon compte français, comment ça se passe? Enfin, voilà. il y a un accord fiscal qui réglemente donc la taxation des retraites des régimes de sécurité sociale. Donc, les retraites sont taxées dans le pays d'émission. Donc, votre retraite américaine, elle sera taxée aux États-Unis, quel que soit votre lieu de résidence. Vous n'aurez pas d'impôt à payer sur votre retraite américaine en France. En revanche, elle rentrera dans le calcul, dans votre revenu global pour le calcul de votre imposition en France, sur lequel vous serez imposé que sur les revenus français, mais en tout état de cause, vous ne paierez pas d'impôt sur votre retraite américaine. Donc, elles peuvent Ça faire peut, changer de tranche. elle peut effectivement changer de tranche de sa retraite française. Ça peut être différent, par contre, peut-être qu'Adrien en parlera un peu plus, ça peut être différent, par contre, pour les produits de capitalisation type 401k, 1K, IRA, Roth. Vous pouvez à ce moment-là potentiellement ne peut-être pas avoir d'impôt sur le revenu, mais avoir de la CSG, CRDS réclamée sur ce type de support financier. D'accord. Et Mireille a rajouté, je rajoute que j'ai la double nationalité, que je suis à la retraite aux US depuis plusieurs années, mais ça n'a pas Ça n'a pas d'impact. d'impact. Ça n'a Voilà. pas d'impact. Bénédicte nous dit, j'ai travaillé 2 ans en France il y a 30 ans. Qui contacter pour avoir la preuve de ma cotisation à cette période?
Alors déjà, Bénédicte, il faut que vous retrouviez votre numéro de sécurité sociale français qui reste valable pour la retraite. Ensuite, vous avez des sites qui vont vous permettre d'essayer de retrouver ce que vous avez acquis comme droit en France. Faites-moi un email et je vous donnerai un mode opératoire pour vous créer un espace personnel. Je suppose que vous n'avez pas d'accès France Connect, donc c'est un peu compliqué, mais il y a une petite procédure dérogatoire. Donc faites-moi un email et je vous donnerai quelques informations pour que vous puissiez essayer de retrouver ces périodes d'activité française. Alors, deux dernières questions rapides et techniques. Existe-t-il, je ne comprends pas la question d'ailleurs, une retraite de reversion aux USA pour le conjoint survivant? Si oui, de combien? Alors, le taux, je ne le connais pas précisément, mais oui, il existe une pension de réversion, c'est-à-dire que vous décédez, le conjoint survivant perçoit une partie des droits acquis par la personne décédée. Donc ça, c'est valable en France, mais également aux États-Unis. OK. Et enfin, dernière question. Est-ce que avoir la carte vitale est-elle obligatoire pour obtenir ma retraite française? Non. Non. Non, non, la retraite française ne vous oblige, enfin, il n'y a pas de condition pour avoir une retraite française, si ce n'est d'avoir travaillé en France. Si vous n'avez jamais travaillé en France, vous n'aurez pas de retraite en France. Mais à partir du moment où vous bénéficiez d'une retraite française, que vous avez au moins 60 trimestres d'assurance et que vous cessez votre toute activité, même si vous êtes résident aux États-Unis, vous pouvez bénéficier d'une couverture maladie en France. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important dans votre processus d'analyse et de réflexion et de préparation à votre retraite. La couverture maladie, c'est quelque chose d'important. On l'a vu avec la crise Covid. On sait le coût de la santé aux États-Unis. Dites-vous une chose, si vous avez au moins 60 trimestres d'activité en France, vous pourriez bénéficier au moment de la retraite d'une couverture maladie en France, tout en gardant votre résidence principale aux États-Unis. Donc c'est quelque chose, à mon sens, important pour toutes les personnes qui veulent rester vivre aux États-Unis de leur retraite. Merci beaucoup, Philippe. C'était super De clair. rien, Romain, je laisse la place à Adrien. Exactement. Parfait. Adrien, rebonjour. Je rappelle que Rebonjour. tu es partenaire chez USA France Financials et dont le patrimoine est votre spécialité. Parfait. Merci Romain pour l'introduction. Bonjour à tous. En effet, hein, donc Adrien, moi, je représente le cabinet USA France Financial. On est spécialisé hein, dans la planification financière pour les Français franco-américains qui sont venus s'installer ici aux États-Unis. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un sujet ensemble. Hein, c'est vos opportunités patrimoniales, comment, entre guillemets, optimiser son patrimoine dans le cadre d'une impatriation, hein, si un jour je décide de rentrer en France. Alors, je passe au prochain slide. Avant de rentrer dans les détails de chacune de vos opportunités, je prends un petit step back et faire un point important sur qu'est-ce qu'une stratégie patrimoniale. On sache ce que l'on va optimiser. Une stratégie patrimoniale, vous l'avez devant vous hein, à l'écran. Elle existe autour de 5 classes d'actifs qui sont divisées en 2 catégories. D'un côté, je vais avoir mes actifs défensifs qui sont représentés aujourd'hui par mon cash et mon fonds d'opportunité. On entrera dans le détail de qu'est-ce qu'un fonds d'opportunité un peu plus tard. J'ai ma deuxième partie, hein, les actifs de croissance, qui ont pour rôle, la croissance. Alors, chacune de ces catégories est extrêmement importante. Le rôle des actifs défensifs, il est clair, il est clé, c'est d'apporter de la protection. Hein, ici, on cherche une diversification par rapport aux actifs de croissance qui sont liés généralement au marché financier et au marché immobilier. Hein, sur la partie défensive, je vais avoir une croissance continue, peu importe ce qu'il se passe hein, ailleurs. Partie croissance, son nom l'indique. Ici, je cherche du 7% plus de rendement. Quel type d'actifs j'ai? J'ai les portefeuilles diversifiés, qui sont tout simplement mes placements mobiliers sur les marchés financiers. Ça va être des actions, obligations, mutual funds, ETF, produits structurés, private credit. Liés au marché financier, j'ai également l'immobilier dans cette catégorie-là. Et puis la retraite, pourquoi? Parce que la retraite est placée sur les marchés financiers. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est de me demander, Adrien, super, merci, mais est-ce que chacune de ces catégories est extrêmement importante dans mon patrimoine ou alors est-ce que par rapport à mon profil de risque, je peux peut-être en skipper une ou deux? Et la réponse ici, elle est claire, c'est que oui, chacune de ces catégories est extrêmement importante dans votre patrimoine. Il va jouer un rôle clé. Ce qui va changer, c'est l'allocation en fonction de votre profil de risque. Pourquoi? Parce que l'objectif de toutes ces catégories-là,
que ce soit de la partie défensive ou de croissance, c'est d'augmenter fortement le potentiel de réussite de votre stratégie patrimoniale. Alors, pour montrer mon point, j'aime bien sortir de la gestion patrimoniale, rentrer dans un exemple qui parle à beaucoup de monde en ce moment, qui est la gestion d'une équipe de foot. On se remet un peu dans la peau de l'euro, d'un entraîneur qui va sélectionner son équipe. Ici, admettons qu'on soit un entraîneur qui est les meilleurs attaquants du monde. Est-ce qu'il va se dire, bah, écoute, moi je vais prendre un risque énorme. Dans mon équipe, je vais mettre un goal et puis que des attaquants. L'objectif, il est simple, c'est que je prends beaucoup de risques, c'est vrai, mais au final, je vais marquer tellement de buts que même si j'en prends quelques-uns, je vais gagner. Ou alors à l'inverse, quelqu'un qui aura un profil plus défensif, mais que des défenseurs. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire du foot? La réponse est non. Qu'est-ce que fait un entraîneur? C'est assez simple. Il va aller regarder les équipes auxquelles il va faire face, les joueurs dans ces équipes-là, ce que lui a à sa disposition, et en fonction de ces datas-là, il va aller créer l'équipe type qu'il pense être la meilleure pour aller finalement gagner 7 euros. La gestion d'actifs, gestion de patrimoine, c'est pas similaire, bien sûr, mais ça ressemble, dans le sens où, eh bien, en fonction de votre tolérance au risque, de votre situation, de vos objectifs et des performances historiques des marchés financiers immobiliers, eh bien, on va aller trouver la meilleure stratégie possible et vos propres opportunités au sein de chacune de ces catégories-là pour avoir un maximum de potentiel de réussite au sein de sa stratégie patrimoniale. Aujourd'hui, ensemble, on va regarder vos opportunités au sein de chacune de ces catégories. On va commencer par vos actifs défensifs et l'épargne liquide. L'épargne liquide, de quoi on parle ici? On parle concrètement du cash, généralement ce qu'on appelle son matelas de sécurité. L'épargne liquide, elle a un rôle extrêmement important dans ma stratégie patrimoniale. Pourquoi? Parce qu'elle est disponible. Elle est disponible instantanément. J'ai un problème, soit au sein de ma maison avec ma chaudière, j'ai un problème de santé, peu importe, j'ai du cash qui est disponible. Je peux le sortir immédiatement. Alors, la problématique de l'épargne liquide, c'est quoi? C'est l'inflation, malheureusement. Pourquoi? Parce que l'inflation, on va voir plus tard, aura un impact dévastateur sur mon pouvoir d'achat sur le moyen et long terme. Alors, avant de rentrer dans la recommandation de combien d'épargne liquide je dois avoir, on va regarder quels sont mes outils. Alors, mes outils, côté américain, je vais avoir bien sûr le checking, le saving sont peu intéressants parce que je n'ai pas beaucoup de rendement là-dessus. À l'heure actuelle, un outil qui est très populaire, c'est ce qu'on appelle les high yield saving accounts. C'est ces fameux comptes sur lesquels, en fonction des banques, on peut avoir entre 3 et 4,5% de rendement sans prendre de risque puisque mon épargne est disponible. Et puis, le dernier sur lequel je voudrais appuyer, c'est le money market, qui, à l'heure actuelle, est vraiment le placement pour votre épargne liquide qui a le rendement le plus important, qui est bien sûr protégé et qui, comme son nom l'indique, est complètement liquide et disponible. Ça, c'est côté américain. Côté français, on a des rendements un peu moins forts, mais c'est important quand même d'avoir de l'épargne et de la faire travailler. Ici, je recommande toujours compte sur livret, livret A. Le fonds euro, pour des personnes qui rentrent définitivement, qui ne sont pas en carte verte ou en double nationalité. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tout ce qui est produit d'assurance vie française, malheureusement, à cause de la fiscalité, sera pénalisé si je suis en carte verte ou en nationalité américaine, que je sois en France ou aux États-Unis. Donc voilà mes options. Maintenant, en termes de montant, qu'est-ce qu'on conseille? Entre 6 et 12 mois de dépenses en épargne de sécurité, comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir son parachute, faire face à n'importe quelle dépense qui pourrait arriver. L'impact de l'inflation, j'en parlais tout à l'heure, généralement, on en parle, les gens, ça reste conceptuel, mais maintenant, on va avoir des chiffres. Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup. L'exemple d'une personne qui, en 1982, a 50 000 $ sur son compte de checking. Cette personne-là ne fait rien, ses fonds restent dans le compte de checking. Eh bien, on se rend compte que 23 ans plus tard, en 2005, si elle veut le même pouvoir d'achat, cette personne-là, le pouvoir d'achat qui lui offrait ses 50 000 $ en 1981, eh bien, il lui faut 106 050 $. Donc, attention à l'inflation, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte d'année en année, mais sur le long terme, ça a vraiment un pouvoir dévastateur sur notre pouvoir d'achat. Donc, épargne de sécurité, épargne casse, 12 mois, on a vu les outils que j'ai à ma disposition. Vous allez me dire, OK, j'en fais quoi du reste de mon cash? Le reste, on le met dans ce qu'on appelle un fonds d'opportunité. Alors, un fonds d'opportunité, quel est son rôle?
son rôle, il est simple par rapport aux problématiques qu'on vient de voir précédemment, c'est de conserver de la liquidité pour une période d'opportunité qui va être concrètement une baisse des marchés financiers ou une baisse des marchés immobiliers, mais conserver ma liquidité sans risque de perte de pouvoir d'achat. Donc ici, si on regarde l'inflation, je l'ai pris sur 20 ans, c'est 2,5% par an. On va chercher un produit qui a des rendements minimum de 2,5% par an, et surtout des rendements qui ne sont pas liés au marché financier, qui ne sont pas liés au marché immobilier, et qui me permettraient justement de pouvoir saisir une opportunité si elle se présentait. Alors, pour illustrer période d'opportunité, c'est une question qui m'est souvent posée lors des webinaires, je me suis servi d'une étude qui a été réalisée par un fonds qui s'appelle Franklin Templeton, qui est relativement connu, et qui a regardé les rendements du S&P 500 depuis 1937. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qu'est le S&P 500, le S&P 500, c'est tout simplement un indice boursier ici aux États-Unis qui va mesurer la performance de 500 grandes compagnies américaines. C'est utilisé aux États-Unis comme un baromètre clé de l'économie, du marché boursier américain. Ça donne une bonne overview de ce marché-là. Et cette étude, elle est extrêmement intéressante. Pourquoi? Pour les raisons suivantes. Déjà, on voit qu'elle a été faite entre 1937 et 2021. Si on regarde entre 2000 et 2021, sur 21 ans, combien de périodes d'opportunité on a eu? On les voit là. On en a eu 5. Donc, c'est quand même pas quelque chose qui est peu fréquent, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, mais surtout ce qui est extrêmement intéressant, si on regarde les chiffres que j'ai entourés ici, ces périodes d'opportunité, on voit la première chute 2000, 2001, 2002, elle a été poursuivie par quoi? Par des forts rendements, 2003 plus 28%, 2004 plus 10%, 2005 plus 4%, 2006 plus 15%. Donc on a bien une période de recul qui est suivie par une longue période de montée. Et on voit que proportionnellement, on a beaucoup plus de périodes de croissance que de périodes de baisse. Donc le fonds d'opportunité, il a vraiment tout son sens, parce qu'il va vraiment vous permettre de conserver un petit paquet de liquidités pour une de ces périodes-là, me réinvestir, que ce soit sur le marché financier ou le marché immobilier, et pouvoir profiter de la hausse que je vois ici. Alors, une autre question qui m'est souvent posée, c'est de me dire comment je sais que je suis dans une période d'opportunité, comment je sais que je suis au plus bas du marché financier. Alors malheureusement, on n'a pas entre guillemets, j'aime bien dire, de boule de cristal pour nous dire qu'on est au plus bas. Par contre, il y a des indicateurs. Il y a une cinquantaine d'indicateurs qu'on suit qui nous permettent de nous dire que là, on est dans une période de baisse et que potentiellement, plus tard, il y aura un retour. On utilise généralement une pratique qui s'appelle le dollar cost averaging, c'est-à-dire quand on sait qu'on est dans cette période-là, on commence à réinvestir, que ce soit mois par mois, semaine par semaine, trimestre par trimestre, une partie du capital pour profiter de cette baisse. Alors, on n'aura pas le plus bas, mais on aura une moyenne de la baisse, ce qui nous permettra de profiter de la hausse dans le futur. Du coup, en termes d'outils, qu'est-ce qu'on recommande pour ce fonds d'opportunité? L'outil que vous avez à votre disposition ici aux États-Unis, qui fonctionnera toujours lorsque vous êtes de retour en France et qui restera optimal fiscalement lorsque vous êtes de retour en France, c'est ce qu'on appelle la Cash Value Life Insurance. Qu'est-ce qu'une Cash Value Life Insurance? Une Cash Value Life Insurance, ça s'assimile relativement à une assurance vie française. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça s'assimile à ça. On voit 6 avantages devant nous. Premièrement, successoralement, que je sois aux États-Unis ou en France, ça va passer de façon extrêmement optimale. Aux États-Unis, tax-free. En France, ça passera hors succession. Attention, hors succession, ça ne veut pas dire tax-free, mais ça aura ses propres règles. Il y a une croissance qui est continue. Comme j'ai dit, je ne suis pas lié au marché financier ni au marché immobilier. Ici, j'ai toujours mon argent qui continue de grandir un peu comme un hamster dans sa roue. Quatrième point, j'ai une fiscalité extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que, un peu comme nos comptes de 401k, je vais pouvoir grandir mon épargne de façon tax deferred, c'est-à-dire sans payer de taxes chaque année sur les intérêts générés au sein de ce produit-là, et les utiliser de façon complètement tax-free. La différence des plans retraite, c'est que je peux utiliser mon épargne avant l'âge de 59 ans. Au niveau retraite, c'est des produits qui vont me permettre de démultiplier mes revenus, et généralement, c'est un produit qui est la base de ma stratégie patrimoniale. Pourquoi la base de ma stratégie patrimoniale? Parce qu'il va permettre d'optimiser mon flux d'épargne. Admettons que je prenne mon épargne, que je la transfère dans ma Cash Value Life Insurance.
Maintenant, j'ai plusieurs options pour aller faire mes investissements. Option classique, je peux prendre mes fonds, les retirer et aller investir dans mon placement immobilier. C'est une option. Mais j'ai aussi une deuxième option dont on va parler, on reviendra dessus un peu plus tard avec l'exemple de l'immobilier, qui est le nantissement. Le nantissement, concrètement et de façon très générale, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous dites à une banque, eh bien, écoutez, moi, pour faire cet achat immobilier, je ne souhaite pas sortir mon épargne. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une garantie sur mon compte de Cash Value Life Insurance. Vous allez me donner une ligne de crédit qui correspond à la garantie que je vais donner, et moi, je vais pouvoir faire mon investissement. Si tout se passe bien, à la fin du compte, on le verra, j'ai quoi? J'ai à la fois mon épargne qui a continué de grandir au sein de la Cash Value Life Insurance et mon investissement immobilier que j'ai réussi à faire avec cette ligne de crédit. Alors, ça peut être de l'immobilier, comme j'ai ici, ça peut être des entreprises et ça peut être n'importe quelle opportunité d'investissement. Hop là. Cash Value Life Insurance, en summary, on leur demande quoi? On lui demande 4 rendements. Premièrement, son rendement interne, entre 3 et 6% en fonction de ce qui se passe sur, je dirais, dans l'économie, avec une garantie à 3%. Je ne générerai pas moins. Un rendement externe du sous-jacent si j'utilise le nantissement. Un rendement éternel, parce que j'ai une assurance d'essai qui est un multiple de mon épargne investie. Et puis, on pourra le voir, un rendement additionnel sur mes revenus de retraite, puisque je vais pouvoir utiliser ce type de produit pour aller démultiplier mes revenus de retraite. Alors ici, généralement, on me dit, OK, très bien, mais est-ce que ça veut dire que je dois mettre tous mes actifs là-dedans? La réponse, c'est non. C'est un actif défensif. Son rôle, c'est d'apporter de la protection, de la diversification. Ce n'est pas de générer de la croissance. Ça, c'est très important. En général, quel est le pourcentage que cet actif doit représenter dans mon patrimoine? Entre 20 et 30%. Un plus, ça aurait des impacts malheureusement négatifs sur ma croissance patrimoniale. Plutôt que je jouais de ce rôle de levier qui peut me permettre une croissance exponentielle, si j'ai plus de 20-30%, ça risque de jouer un rôle négatif. Alors maintenant, mes actifs de croissance. Alors non, un point important qu'on me demande souvent aussi, avant de passer aux actifs de croissance, c'est est-ce que je peux utiliser l'assurance vie française? Parce que l'assurance vie française, conceptuellement, c'est relativement similaire. Successoralement, c'est optimal. Dans certains cas, j'ai une croissance continue qui, si j'utilise du fonds euro et hors marché, une fiscalité intéressante, ça peut m'aider à augmenter mes revenus de retraite et je peux, dans certains cas, utiliser le nantissement. La réponse est non. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'assurance vie française n'est pas compliant avec les règles FATCA américaines. Et elle est considérée par les États-Unis comme un PFIC, Passive Foreign Investment Company, et j'ai malheureusement une double imposition sur les revenus que je génère au sein de cette assurance vie. Donc, à cause de cette double imposition, elle va perdre tout son intérêt, et donc, ça en fait un produit qui, conceptuellement, pourrait être intéressant, mais ne peut pas servir de fonds d'opportunité quand je suis aux États-Unis, que je sois en visa, en carte verte ou en nationalité américaine, ou alors lors d'un retour en France, si je suis en carte verte ou en nationalité américaine. On va passer aux actifs de croissance maintenant. On va commencer par l'immobilier. Alors, l'immobilier, nous ne sommes pas agents immobiliers, donc on ne cherche pas de biens pour les personnes. Par contre, ce qu'on aide une clientèle généralement dans la partie structure de leur achat immobilier. Aujourd'hui, on va parler de financement. C'est vraiment une question qui nous est très, très souvent posée. Et comment aller optimiser mon financement? On va partir d'une base, un investissement immobilier. Je pense que tout le monde est relativement d'accord. J'ai pris un investissement de 345 000 $. Si je veux investir, je dois amener un apport de 20%, 70 000 $. Je fais un crédit des 80% restants. J'ai un loyer et l'objectif, c'est que ce loyer rembourse mon crédit. J'ai apporté 70 000 $ dans 30 ans, 15 ans, 20 ans, en fonction de ce que j'ai choisi. Je récupère mon bien immobilier si tout s'est bien passé. Problématique ici, elle est simple, c'est que mon apport que j'ai là, il est sorti de mes comptes. Si je veux le récupérer demain, je suis obligé de vendre le bien immobilier. Si je l'avais laissé placer à 4% par an sur mon fonds d'opportunité, en 15 ans, il se serait transformé en 126 000 $. En 30 ans, 227 000 $. Si vous allez me dire, j'ai bien fait de faire l'investissement immobilier. Parce que 345 000 vs 227 000, je suis gagné. Et la réponse, si on regarde les choses comme ça, c'est bien sûr oui. Mais si on se rappelle du fonds d'opportunité, j'ai la possibilité de faire un nantissement
qui va me permettre d'optimiser mon financement. Comment est-ce que j'optimise mon financement? Eh bien, je l'optimise de la façon suivante. Je vais utiliser ma Cash Value Life Insurance comme mon fonds d'épargne. Et lorsque je vais aller acheter mon bien immobilier, plutôt que de sortir mon argent pour faire l'apport, je vais utiliser le nantissement. Je vais dire à ma banque, je n'ai pas envie de faire ces 20% d'apport. Je vais utiliser le nantissement, vous allez me donner une ligne de crédit qui correspond au montant de mon apport qui va pouvoir me permettre de financer cette partie-là. Pour la partie restante, les 80%, dans cet exemple-là, on continue de façon classique, donc je finance les 80% restants à la banque, je loue mon bien immobilier, je paye mes taxes. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est comme les intérêts d'emprunt, c'est déductible des impôts. Si j'ai financé mon bien à 100%, 20% par le nantissement et 80% par les gens classiques, ben, j'ai plus d'intérêts. Comme j'ai plus d'intérêts, ces intérêts sont déductibles. Qui est-ce qui paye mes intérêts? Finalement, c'est mon locataire. Et mes revenus vont me servir à rembourser à la fois ma ligne de crédit et mon prêt classique. Alors, ici, une question qui m'est souvent posée, c'est de me dire, oui, très bien, Adrien, mais on connaît les HELOC, et alors le taux d'imposition le taux d'emprunt sur les HELOC ou sur les lignes de crédit, il y a de nantissement, est généralement catastrophique. La réponse, c'est que via une Cash Value Life Insurance, c'est faux. Pourquoi? Parce que vous avez une garantie, alors on pourra rentrer dans les détails plus tard, mais vous avez un taux d'emprunt maximum garanti qui est de 5%. 5% à l'heure actuelle, c'est extrêmement compétitif. Si 5%, ce n'est plus compétitif, vous pouvez avoir le marché. Donc un système qui est vraiment optimal dans cet exemple-là pour aller financer un bien immobilier qui va bien me permettre d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire mon bien immobilier que j'aurai loué si tout s'est bien passé et qui se sera remboursé, et à la fin de mes 15 ou 30 ans, mon épargne qui aura grandi sur mon fonds d'opportunité, ma Cash Value Life Insurance. Voilà pour la première partie défensive. Il faut savoir que tous les actifs qui ont été présentés sont flexibles, sont portables, n'ont pas de double imposition, qu'on soit aux États-Unis ou en France, peu importe le statut dans lequel on se trouve, c'est extrêmement important. Et maintenant, on va passer à la partie croissance. Partie croissance, on va commencer par la retraite et comment je vais aller optimiser mes revenus de retraite. Alors, on va faire un petit point sur la retraite aux États-Unis. Parce que souvent, les gens comprennent bien, donc là, on a eu Philippe qui nous a expliqué la retraite de base française, retraite complémentaire française, retraite de base américaine. Mais généralement, il y a sur la retraite complémentaire américaine qu'on se constitue, il y a toujours beaucoup de questions. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ici, je vais épargner pour ma retraite. Comment est-ce que j'épargne aux États-Unis pour ma retraite? Eh bien, généralement, mon employeur me met à disposition ce qu'on appelle un Defined Contribution Plan, un 401k, sur lequel il va m'offrir, dans la plupart des cas, un match. Un match, c'est quoi? C'est une contribution, tout simplement, de mon employeur, moyennant que moi, je contribue à mon plan retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, admettons que j'ai un salaire de base de 100 000 $, que mon employeur me propose un match de 6%, ça veut dire que si je contribue 6 000 $ au sein de mon plafond en 1K, mon employeur en fera de même à la fin d'année et j'aurai donc investi 6 000 $ et aurai 12 000 $ à la fin d'année. Ici, maths assez facile, j'ai investi 6 000, j'ai récupéré 12 000. 100% de retour. Moi, aujourd'hui, dans tous les placements que je pourrais vous présenter, je n'ai pas ce type de rendement. Personne me dit, oui, Adrien, mais si je retire avant 59 ans et demi, j'ai une pénalité. Vrai, 10%. Je n'ai toujours pas le type de rendement que génère le match de votre employeur. Donc, premier point important sur la retraite complémentaire américaine, si votre employeur vous propose un match, peu importe que vous soyez aux États-Unis pour 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, faites bien vos contributions à vos plans retraite. Deuxième chose, une fois que j'ai fait mes contributions à mon plan retraite, que j'ai investi mon épargne, pourquoi? Parce que en plus de ce match-là, l'argent est placé, c'est moi qui fais mon choix sur les marchés financiers, marchés obligataires, peu importe ce que j'ai choisi, il va grandir. Il faut savoir qu'au moment où j'arrive à ma retraite, j'ai beaucoup d'options. Si je souhaite reproduire le modèle français, dont a parlé Philippe tout à l'heure, et me générer une pension, un peu comme les modèles Agir Carco, pour le restant de mes jours, est-ce que je peux le faire? La réponse, c'est oui. Je peux prendre mon épargne, la placer dans des outils de pension et me générer des revenus garantis pour le restant de mes jours. Mais ce que je peux aussi faire, lorsque je fais mes calculs, et si je me dis, ces revenus garantis, ils sont bien trop forts par rapport à ce que j'ai besoin,
eh bien, je peux aussi ne convertir qu'une partie en revenu garanti pour le restant de mes jours, une partie de mon épargne que j'aurai au sein de ce 401k, et garder l'autre partie en capital, qui pourra potentiellement, lorsque j'aurai atteint l'âge de la retraite, m'aider à financer, je ne sais pas, un bien immobilier, peu importe ce que je souhaite m'offrir lors de la retraite. Donc finalement, je vais retrouver des possibilités assez similaires au modèle que je connaissais, qui est le modèle français, avec un tout petit peu plus de flexibilité. Parce qu'ici, j'ai vraiment le choix dans les investissements qui est pour mon épargne retraite et dans la façon dont je souhaite liquider cette épargne retraite-là. Alors, la grosse différence avec le modèle français, c'est qu'en France, c'est obligatoire. Je n'ai pas le choix d'y contribuer. Aux États-Unis, c'est à la discrétion de l'employé. Donc, si je ne fais pas l'effort d'y contribuer, c'est vrai que je vais me retrouver face à un problème. Au moment où je vais arriver à la retraite, j'aurai ma retraite de masse et malheureusement, aucune retraite complémentaire. Donc, très important d'y contribuer. C'est un outil qui est complètement flexible, qui est complètement portable. Tout à l'heure, Philippe parlait de l'imposition de ce type de produits. Ils ne sont imposés que dans le pays de contribution en fonction de l'article 18 dont parlait Philippe. Donc, un produit qui est flexible, qui est portable, et qui me permettra bien de constituer ma retraite, que je sois en France ou aux États-Unis. En termes, une autre question qu'on me pose assez fréquemment, c'est comment retirer de l'argent de mon 401k. Parce que, bon, ok, très bien, Adrien, j'ai fait mon épargne retraite, j'arrive à la retraite, super, mais maintenant, j'en fais quoi de cet argent-là? Eh bien, on voit ici 4 options. Premièrement, je peux le garder dans mon 401k et le laisser grandir. Si je ne suis plus employé, que ce soit chez mon employeur, que ce soit pour être à la retraite ou lorsque je travaille chez un nouvel employeur, est-ce que c'est optimal? La réponse est non. Pourquoi? Parce que je ne suis plus chez mon ancien employeur. Maintenant, les frais de gestion, qui est-ce qui va les payer? C'est moi. Et généralement, sur ce type de plan, les frais de gestion sont un peu forts. Donc, j'ai une problématique. Ce n'est pas vraiment optimal. Si je change d'employeur, j'ai la possibilité de transférer cet argent-là chez mon nouvel employeur. Je vais pouvoir continuer ma stratégie avec les placements que j'avais précédemment sans être impacté par les frais de gestion. Donc, une solution plutôt optimale. Troisième option, je peux sortir l'intégralité de mon cash, de mon 401k à partir de 50 mois et demi, sans pénalité. Est-ce que c'est le plus optimal? Non. Pourquoi? Parce que un des avantages du 401k dont on n'a pas parlé, c'est que je vais pouvoir déférer l'impact fiscal de mes revenus. Donc, par exemple, je reprends mon exemple, je gagne 100 000 $, je mets 10 000 $ dans mon 401k, je suis imposable que sur 90 000. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que dans ma tête, je me dis qu'à l'heure actuelle, j'ai un taux d'imposition qui sera plus fort que le taux lors de ma retraite. Donc, est-ce que lors de ma retraite, je vais sortir 300, 400 000 $ d'un coup? Ben non, parce que sinon, je vais me retrouver dans une tranche d'imposition extrêmement haute. Et donc, ça defeat le but ici. Dernière option, qui est généralement la meilleure, c'est est-ce que je vais pouvoir, c'est de le transférer dans un IRA. Un IRA, ça veut dire quoi? Ça veut dire Individual Retirement Account. C'est un compte qui a été mis en place par l'administration fiscale américaine pour le simple et unique but que lorsque vous avez un 401k et changé d'employeur, vous avez la possibilité, sans impact fiscal, ça c'est très important, de transférer vos fonds dans votre compte individuel et de pouvoir continuer votre gestion. Au sein de cet IRA, vous allez avoir énormément de possibilités d'investissement, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des ETF, que ce soit des fonds, ou même les fonds que vous aviez précédemment via votre employeur. L'avantage ici, c'est que vous allez optimiser, encore une fois, les frais de gestion et vous avez beaucoup plus de possibilités. Le deuxième type d'investissement qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les annuités. Annuités, il en existe 2 types. Et ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. Le premier type qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'on appelle Capital Annuity. La Capital Annuity, son objectif, c'est de vous permettre de participer au marché financier avec une ceinture de sécurité. Entre guillemets, j'investis sur les marchés financiers parce qu'on le voit ici, j'ai la possibilité de choisir un index, S&P 500 dont on parlait tout à l'heure. Je peux choisir que mes fonds soient placés, suivent les performances de cet index-là.
Mais quelle est ma ceinture de sécurité? C'est ce qu'on appelle ce protection level. C'est-à-dire que je suis les performances du S&P avec un buffer de 10 ou 20% en fonction de ce que j'ai choisi. Buffer de 10 ou 20%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fonction du terme que j'ai choisi, si j'ai choisi de placer mon argent sur 6 ans, 3 ans, 1 an, eh bien si la moyenne des rendements de mon placement sur cette période-là est de moins 9%, quelle est ma perte? 0. Moins 11, quelle est ma perte? 1. Si je n'ai pas de perte, parce qu'on est optimiste, eh bien, j'ai ce qu'on appelle un participation rate. Participation rate, c'est multiplication de mes gains. On va prendre les gains que j'ai réalisés, et dans le cas numéro 1, on va les multiplier par 1,3. Les gains, pas le montant investi, mais les gains que j'ai réalisés. Donc, Capital Annuity, un produit extrêmement intéressant pour investir mes fonds retraite qui sont disponibles. Pourquoi? Parce que j'investis avec ma ceinture de sécurité, j'ai un multiplicateur de mes gains. C'est vrai que le catch, il est simple, c'est que je dois choisir une durée. 6 ans, 3 ans, 1 an. Mais si je prends mon exemple personnel, aujourd'hui, 6 ans, peu m'importe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore 59 ans et demi, je suis loin d'avoir 59 ans et demi, et cet argent-là, je ne pourrais toujours pas le toucher avant 6 ans. Donc finalement, le catch de ce produit-là ne me pose aucun souci et me permet d'avoir un peu plus de protection tout en bénéficiant de la hausse des marchés financiers. Et on s'en rappelle, j'ai repris mon graphique de tout à l'heure, que j'aime beaucoup. En moyenne, on voit qu'on a quand même beaucoup plus d'années positives que d'années négatives. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même si je me retrouve, par exemple, dans les années 2000, l'exemple que j'ai illustré ici, 2000, moins 9%, 2001, moins 11, 2002, moins 21, on peut commencer à paniquer en se disant, waouh, là, je vais vite atteindre mon buffer. Eh bien, on se rend compte que sur les années qui ont suivi, eh bien, j'ai généré plus 28% en 2003, plus 10% en 2004 et plus 4% en 2005. Alors, est-ce que toutes les années sont comme ça? Est-ce que je peux me baser là-dessus pour faire une planification patrimoniale? Malheureusement, les performances historiques, elles ne reflètent pas les performances futures, mais c'est un bon indicateur pour potentiellement faire sa planification. Deuxième type d'annuité qui n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler, ce qu'on appelle une income annuity. Ici, le but, ce n'est pas de faire croître son épargne, c'est de se garantir des revenus pour le restant de ses jours. On vient un peu, comme je le disais tout à l'heure, reproduire le modèle français qu'on connaît, où pendant toute ma vie, je contribue à un fonds retraite, et au moment de ma retraite, ce fonds retraite me garantit des revenus pour le restant de mes jours. Alors, comment il me garantit des revenus? La première chose qu'il va me garantir, c'est une croissance. M'enlever le risque de perte. Comment est-ce que ça fonctionne? Généralement, ici, on me garantit x2 à l'heure actuelle en 10 ans, x2,5 en 15 ans. Donc, on voit qu'une personne qui a placé 150 000 $, 2,8 d'ailleurs, à l'heure actuelle, eh bien, se retrouve avec une garantie de 420 000 $ à l'âge de la retraite, à ses 65 ans, s'il décide de prendre sa retraite à ses 65 ans, 15 ans après. Cette personne-là, si les marchés financiers ne se sont pas bien comportés et qu'il est en perte, est-ce qu'il n'a plus rien? La réponse, c'est non. Il a cette garantie-là. Mais si les marchés se sont bien portés, eh bien, pour calculer les revenus de retraite, est-ce qu'on prendra la garantie de 420 000? Non, bien sûr, on prendra le montant auquel est monté notre épargne. Personne-là, on va lui calculer un revenu. Dans mon exemple, basé sur 420 000 $, 20 797 $, qui lui sont garantis pour le restant de ses jours. Donc ici, un peu comme sur le système français, à l'âge de 55 ans, je place 150 000 $, je suis garanti que ces 150 000 $ montent à 420 000 $ et qu'ils se transforment en 797. S'il y a un best case scénario, comme dans l'exemple des 500 000, eh bien, je profitais de la hausse. S'il y a un worst case, je suis vesté sur cette valeur-là. Ici, je protège mon principal et je me garantis un income, un minimum income pour le restant de mes jours. Alors, une question qu'on me pose souvent ici, c'est de me dire, Adrien, si malheureusement je décède à 66 ans, qu'est-ce qui se passe de ces fonds-là? Parce que j'ai lu en ligne que ça disparaît. Alors, sur certains types de produits, c'est vrai, mais sur ce type de produit-là, c'est faux. On va prendre
simplement la valeur de votre capital, moins le revenu, tous les revenus que vous aurez utilisés, et cela sera transmis à vos héritiers. Ne pénalise pas vos héritiers en cas de décès, même si le but de ce produit, ce n'est pas de passer, entre guillemets, à vos héritiers, mais plus de vous garantir un revenu pour le restant de vos jours. Dernier point, les comptes d'investissement. Ça, c'est également une question lors d'un retour dans une impatriation qu'on me pose souvent, c'est de me dire, est-ce que ça vaut le coup de garder ces comptes d'investissement aux États-Unis et quelles sont mes options à ma disposition? Alors, ici, il faut faire attention parce que ça dépend vraiment et très fortement de votre statut d'immigration. Pour une personne qui va être en nationalité américaine, oui, ça va être possible, moyennant que cette personne-là ait une adresse aux États-Unis, soit une adresse personnelle, chez ses parents, etc., de pouvoir garder ses comptes en banque aux États-Unis, faire ses investissements aux États-Unis. Pour les personnes en carte verte, ça peut fonctionner aussi. Le problème, c'est que si votre carte verte périme et que vous n'avez plus de carte verte, vous allez être forcé de devoir fermer vos comptes. C'est ce qu'on voit en dessous. Si vous n'avez pas de nationalité ou si vous n'avez pas de visa, entre guillemets, aux États-Unis, les compagnies, généralement, vous demanderont de fermer vos comptes. Alors, ce n'est pas vrai pour les cash value life insurance, puisque vous allez pouvoir les conserver, mais pour les purs comptes d'investissement, tout ce qui est managed account, là, malheureusement, il faudra une nationalité et une adresse aux États-Unis, que ce soit chez vous ou chez vos parents, ici aux États-Unis. Quelles sont les options à votre disposition? À partir du moment où vous remplissez ces critères, toutes les options sont à votre disposition. Généralement, pour les personnes qui sont en nationalité américaine, garder leurs fonds aux États-Unis, c'est une solution qui est privilégiée. Pourquoi? Parce qu'en France ou en Europe, on est relativement limité sur les placements que l'on peut faire à cause de cette loi FATCA qui effraie les banques et qui nous limite dans les opportunités qu'on pourrait avoir. Merci à tous pour votre temps. Alors, un petit mot sur USA France Financial. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est une équipe de 20 personnes ici aux États-Unis, spécialisée dans l'accompagnement des Français franco-américains qui sont venus s'installer ici. On accompagne nos clients dans la gestion de la plupart de leurs problématiques, soit des placements, investissements, comme on a vu aujourd'hui ensemble. On les accompagne sur la partie optimisation de leurs revenus de retraite, optimisation, planification fiscale, optimisation successorale et puis protection de la famille. Merci à tous pour votre temps. Merci N'hésitez beaucoup, pas Adrien. par email ou prendre rendez-vous grâce à mon QR code. Voilà, je te propose de laisser cette slide ouverte, comme ça les personnes peuvent directement scanner le QR code. Ou alors, je vous ai mis un peu plus tôt, un peu plus haut dans la conversation, un lien qui vous permet de prendre rendez-vous directement avec Adrien pour parler patrimoine. Alors, on a une question si, voilà, Philippe est revenu. On a une petite question pour toi, Philippe. Combien de trimestres, une question de Stanislas, combien de trimestres minimum pour avoir une partie de la retraite en France? Alors, tu as coupé ton micro. Voilà. Excusez-moi. Il n'y a pas de minimum pour percevoir une retraite en France. Si vous avez travaillé que 2 ou 3 ans, vous aurez validé 4 ou 12 trimestres. Mais vous percevrez quand même une retraite qui sera proportionnelle à ce que vous avez touché. Donc, pas très élevée, mais vous percevrez dans tous les cas de figure une pension. Alors, plus longtemps vous avez travaillé en France, mieux c'est en termes de montant. Mais il n'y a pas de durée minimum pour percevoir une retraite en France. D'accord. Mais évidemment, ça se fera sur un espèce de prorata. Voilà. Absolument. Voilà. Et moi, j'ai une question pour Jordan, parce que lorsque j'ai envie de parler patrimoine sur la France et les États-Unis, bon, je peux contacter Adrien. Lorsque j'ai envie de parler retraite, je vois très bien dans quel cas je peux avoir envie de contacter Philippe. Et vu la qualité de ta présentation, Jordan, on a très bien compris les enjeux de ce régime des impatriés. Et dans quel cas de figure peut-on avoir besoin de faire appel à un avocat fiscaliste comme toi? Alors, je dirais que c'est plus en fait déjà pour anticiper ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le retour, parce que potentiellement, et Adrien en a aussi parlé, il y a peut-être en fait des mesures à prendre en fait avant de quitter les États-Unis pour arriver en France, notamment s'il y a une fiscalité plus favorable pour certains revenus ou s'il y a des volontés en fait de transmission qui sont faites avant de rentrer. Donc, je dirais en amont pour anticiper et vraiment en fait se réserver toutes les options possibles de façon à avoir en fait D'accord. j'allais dire la fiscalité la plus avantageuse.
Et puis après, c'est plus aussi, j'allais dire, un accompagnement ensuite pour l'ensemble des formalités déclaratives. Je dirais qu'en fait, il y a vraiment le stade du conseil, le stade des formalités déclaratives. Et après, on espère que ça n'arrive pas, mais par expérience, ça arrive, toute la phase du contrôle fiscal. Il y a quand même de plus en plus de contrôles aujourd'hui en France des autorités fiscales et les inspecteurs des impôts sont, je veux dire, de plus en plus compétents dans leur domaine sur les sujets. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pour ces 3 étapes. Et contrôle ne veut pas dire forcément redressement, surtout si on est bien accompagné, j'imagine. Exactement. J'ai eu le cas d'un client récemment qui est venu en pensant qu'il allait être redressé. Et il était persuadé qu'il allait devoir beaucoup d'argent au fisc français. Et in fine, c'est le fisc français qui lui a fait un chèque conséquent. Parce qu'il avait. Voilà. Donc, comme quoi, vous voyez, tout est possible. Euh, Merci beaucoup, Jordan. Alors, ensuite, on a une question de Patrick qui nous dit qu'il est résident fiscal américain et il nous demande s'il y a une limite du nombre de livrets A ou d'autres comptes à rendement sur cash dans le cadre d'un compte en France. J'imagine que ça concerne un peu plus Adrien. Je ne sais pas si tu connais la réponse. Ouais, il a les mêmes limites qu'un Français, en fait, hein. Ça change pas. Malheureusement, le fait qu'on soit aux États-Unis, ça nous enlève pas ces limites-là. On a le droit à un livret A. Oui, les livrets A, c'est un par personne. Mm. Voilà, il y a après d'autres comptes type Codevie ou autre. Enfin, ça n'existe plus Codevie, mais PEL ou autre, c'est pareil, c'est limité à une personne. PEA, pareil. Donc voilà. Après, est-ce que c'est intéressant pour un résident américain d'avoir ce type de support? Ça reste à voir. Alors, Patricia nous pose une autre question. Alors, Patricia nous a dit de nous demander de parler de plus fort et tout le monde l'a vu. Je sais, Patricia, que aussi de votre côté, vous avez pu monter un peu le son. On avait fait un test de balance, ça semblait fonctionner tout à l'heure. Et elle nous dit, on m'a dit que les impôts en France sont plus élevés qu'aux États-Unis. Si je veux être résidente en France, je paierai beaucoup plus d'impôts car mon argent est investi aux US. Est-ce vrai? Non, je sais pas si, je pense que je peux peut-être commencer à répondre si tu veux compléter, Adrien, mais en tout cas, sur la partie française, ce qui est sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que à partir du moment où vous êtes résident fiscal de France, vous êtes soumis en France à une obligation fiscale illimitée. Ça veut dire que vous êtes soumis en France à l'impôt, quelle que soit la source de vos revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère. Donc, effectivement, le fait que vous ayez des investissements aux États-Unis, si vous n'avez pas la nationalité américaine, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a une particularité pour les nationaux américains, mais si vous n'avez pas la nationalité américaine, vous serez effectivement imposable sur ces revenus en France. Après, est-ce que vous serez beaucoup plus taxé qu'aux États-Unis? Le principe, après, c'est qu'on applique la convention fiscale qui est signée entre la France et les États-Unis. Et concrètement, donc en France, aujourd'hui, les revenus passifs, donc les intérêts, les dividendes, les plus-values, c'est taxé à 30%. Et aux États-Unis, vous devez les informer en fait du fait que vous êtes résidente fiscale de France, parce qu'en principe, les établissements n'ont pas le droit de prélever d'impôts sur les intérêts. Et sur les dividendes, c'est une retenue à la source qui est limitée à 15%. Donc après, je ne sais pas quel est le taux actuel, puisque ça dépend aussi après des États et de l'endroit où vous êtes aux États-Unis. Mais en tous les cas, demain, si vous êtes résidente fiscale de France avec des investissements aux US, effectivement, c'est la France qui a le droit d'imposer ces rendements. Dès lors, encore une fois, vous n'avez pas la nationalité américaine. Et le taux d'imposition en France est de 30% actuellement. Tout à fait, Donc, ouais. Et puis, si je peux compléter là-dessus, côté américain, ça dépend de l'État dans lequel vous habitez, hein. Si par exemple je prends l'État de Californie ou l'État de New York, une imposition française n'est pas forcément différente de l'imposition américaine. Alors oui, la Floride, effectivement, ou les États qui n'ont pas d'imposition, on risquerait d'être un petit peu plus imposé en France, mais grâce à la Convention, ça reste raisonnable quand même. Euh, alors, on a une question de Jean-Claude. Je veux bien la lire, mais si Adrien et Philippe et Jordan peuvent remonter dans la conversation, alors je vais la lire pendant que vous remontiez parce que je suis pas sûr que quand je la lise, vous compreniez tout. C'est juste qu'elle est assez pointue. Quel est l'impact potentiel sur le calcul de l'IFI en France pour un binational, USA français, ayant des REITS, Hmm. ETF aux US? Les conseils reçus étant de tout liquider avant. Donc pour l'instant, ce qu'on lui a dit, c'est de apparemment tout liquider avant de revenir en France et de liquider tout compte d'assurance vie en France dû à leur traitement toxique, PF, IC, ainsi que le reporting aux US, IRS. Bon. Alors, bah, Jordan pourra rentrer un peu plus sur le détail là-dessus. Le REIT, c'est un peu comme une SCPI en France, hein. C'est un actif immobilier, donc
Donc, effectivement, au bout de 5 ans, ce sera considéré dans la balance de l'ISF, hein, comme la SCPI l'est en France, si je ne dis pas de bêtises, Jordan. L'IFI, Adrien, ISF, c'est fini. L'IFI, pardon. C'est fini, mais on ne sait pas pour combien de temps. Oui, c'est oui. ça. L'IFI, excusez-moi. Et alors, fermer tous les comptes d'assurance vie, je ne suis pas forcément d'accord, même si tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait des rendements toxiques par rapport au PIFIC. Limiter les montants que vous avez dedans complètement pour éviter la double imposition, les garder ouverts pour garder la date à laquelle vous l'avez ouvert, je pense que ça peut faire sens également. Alors, c'est plus pour les personnes qui sont en visa. C'est vrai que les personnes qui sont en nationalité américaine, malheureusement, ça va être compliqué, quoi, parce Enfin, que ça mérite une consultation avec un fiscaliste ou un gestionnaire de patrimoine. Et là, Jean-Claude, je vous invite à contacter ou Jordan ou Adrien, je crois. C'est peut-être le plus simple. Euh, Stanislas nous dit, si on a une assurance vie, mais que l'on part vivre aux États-Unis, doit-on la clôturer et ouvrir une CVLI? Alors, quelque ouais, part, c'est un peu lié. bah, même cash value life insurance, mais même réponse. Je la clôturerai Hein. pas, je limiterai les fonds qu'il y a dedans et j'ouvrirai une cash value life insurance côté américain pour continuer la stratégie de base. Ensuite, on a Marc qui nous demande si je contribue à mon 401k après 59 ans et demi, après ce que j'ai compris, est-ce que je bénéficie toujours de l'exonération d'impôt à la sortie? Voilà. On pourra revenir sur ce sujet, mais alors, attention, oui, je bénéficie de l'exonération d'impôt, c'est-à-dire que dans mon exemple de tout à l'heure, si je gagne 100 000 $ et que je contribue 10 000 $, j'ai bien que 90 000 qui sont imposables, mais attention, hein, c'est de l'argent qui n'a jamais été imposé. Lorsque je retire cet argent-là, c'est de l'income, hein, c'est pas tax-free. Le pari, c'est bien de se dire qu'à l'heure actuelle, je paye plus d'impôts que j'en paierai au moment de la retraite. Mais attention, au moment où je retire des fonds de mon 401k, comme je n'ai jamais payé d'impôt dessus, c'est imposable, hein, c'est déclarable en tant qu'income aux États-Unis. Tout à fait. Et enfin, on a une dernière question. Peut-on aussi transférer un 43B en IRA slash IRA Roth? Alors, franchement, je le lis, mais je Est-ce ne qu'on peut comprends pas le transformer un raison. 403B en IRA ou en Roth IRA? Merci. Adrien. Ouais, la réponse est oui. Alors après, attention, encore une fois, hein, il faut, comme l'a dit Romain tout à l'heure, hein, la réponse c'est oui. Après, il faut discuter, de voir est-ce que ça fait sens à l'heure actuelle en fonction de votre income, etc. Pas le transférer en Roth et vous retrouver dans une tranche d'imposition extrêmement haute et que du coup, ça defeat the purpose, hein. Voilà. Et la question de Marc nous demandait comment peut-on avoir les coordonnées de Jordan. Et je viens de vous l'envoyer, Marc. Ça, vous pouvez la contacter. Et il y a le lien vers son site internet. Et sinon, je pense que si vous voulez Jordan Delors sur Internet, vous allez trouver le site de Jordan Delors. Tout à Voilà. fait. Voilà. Avec un T, pas avec un S. Tout à fait. Mais c'est pas impossible que ça sorte aussi avec un S. Faut jouer très fort. Merci beaucoup à tous les trois. C'était long, c'était riche, c'était intéressant. C'est normal, vous étiez trois et le sujet était large, très large, et les réponses que vous avez apportées à tous nos auditeurs ont été extrêmement pointues. Merci beaucoup pour votre temps à tous les trois. Merci beaucoup Adrien, Jordan et Philippe. Et pour tous les autres, vous pouvez revoir les meilleurs moments, vos passages préférés sur le Funstrict dès la semaine prochaine. Voilà. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre newsletter. Vous serez informés de la diffusion de ce webinaire. Merci beaucoup à tous les trois et merci Merci à beaucoup à tous ceux tous. qui ont assisté. Merci. Merci à tous. Bonne Bonne fin de soirée. journée. Au Bonne fin revoir. de journée à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.